Lagosi fait son cinéma. Bonjour et bienvenue dans Lagosi fait son cinéma. Aujourd'hui, nous allons recevoir une véritable boss lady du cinéma. C'est la directrice générale du réseau de salles Majestic. Avec une décennie d'expérience dans le marketing, elle sait comment faire des films qui passent dans ces salles des succès commerciaux. Alors, il était important pour moi de la recevoir parce que j'estime qu'on ne met pas assez les diffuseurs dans les discussions autour du cinéma. Pourtant, finalement, ce sont eux qui savent ce qui marche. Donc, c'était important pour moi de recevoir Nancy. En plus, depuis peu, elle est directrice. Elle a un diplôme de l'HEC Paris. Nancy, je suis trop contente de te recevoir. Et je me rends compte que je t'ai jamais reçue, en fait. Jamais. Et donc, je suis super contente. Bienvenue. Et j'espère qu'avec toi, les professionnels du cinéma, les producteurs, les réalisateurs comprendront ce qu'il faut faire pour que leur film marche en salle, au Majestic aussi. Puis tu vas aussi expliquer les stratégies que tu mets en place parce que je vois beaucoup d'affiches, beaucoup de publications sur les réseaux. Comment est-ce que c'est pensé? Comment est-ce que vous mettez tout ça en place? Donc, vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Avant d'arriver à là, parce que comme j'ai dit, ça fait déjà félicitations, Madame la directrice. Merci. Ça fait peu, mais avant d'arriver à la directrice, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton background? Tu viens d'où? Et puis, est-ce que tu avais déjà une appétence pour le cinéma ou c'est un concours de circonstances qui t'a fait arriver là? Ok. Alors, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là. C'est toujours un plaisir de parler du cinéma et de ce que je fais. Un peu moins de parler de moi. Mais pour te dire d'où je viens, donc j'ai grandi à Paris déjà. J'ai vécu à Abidjan jusqu'à mes 9 ans. J'ai grandi à Paris. Je reviens à 17 ans parce que je faisais trop de bêtises à Paris. Donc, on me ramène ici pour me calmer un peu. Je reste 2 ans. Je passe mon bac. Je fais un bac STT, Sciences et Technologies tertiaires, donc option communication. C'est ce que je veux vraiment faire. Mais après le bac, mon père, il veut que je fasse du droit. Donc, je m'inscris à l'université de droit. Donc, je repars après le bac que j'ai passé à Abidjan. Ici, je repars en France. Je fais 2 ans de droit, j'aime pas ça, j'arrête et je me réoriente, je vais en école de commerce et là, je fais un exécutive, option commerce international, communication, marketing et j'aime ça. Finalement, après concours de circonstances, je reviens à Abidjan il y a 12 ans, donc en 2012. Donc du coup, je fais mon dernier diplôme, je fais ma licence finalement à Abidjan. Donc, je fais un marketing en stratégie d'entreprise, marketing et stratégie d'entreprise. Et je fais un master 2 en management de projet et organisation. Okay. Quand je finis tout ça, je suis en même temps stagiaire à la RTI. Donc, je travaille. Le premier poste que j'ai eu en Côte d'Ivoire, c'était à la RTI, okay. À la direction commerciale et marketing de la RTI. Donc, je suis restée un peu moins d'1 an, 8 mois ou 9 mois. C'était très intéressant parce qu'on était sur des événements d'envergure comme Bonjour et d'autres. Donc, il fallait organiser les événements avant, trouver des annonceurs. Donc, vraiment, là, je me suis vraiment frottée à l'événementiel, mais en même temps, à ce qu'un diffuseur pourrait... c'était un peu prémonitoire. Hein. Ouais, c'est ça. Les attentes d'un diffuseur, comment ça se passe, comment on organise, comment on met tout ça en place, la captation, la diffusion ensuite. Voilà. Donc, c'était très intéressant. Mais j'aime pas l'environnement de la RTI parce que je trouve que ça brime un peu la créativité. C'est ça. Les choses vont lentement. C'est pas péjoratif. Hein. Après, c'est une télévision nationale. Donc il y a des règles, c'est assez carré. Mais pour la fougue que j'avais, ça me ralentissait. Tu avais quel âge à peu près à cette époque? J'avais 25 ans. Ouais, non, t'étais jeune. Ouais. Tu étais jeune, tu as envie de t'exprimer. Je pouvais pas rester enfermée dans cette grande institution. Donc, je pars et là, j'ai une amie qui rentre des États-Unis et qui monte sa société de communication, okay. Son agence de communication, et qui cherche des profils assez intéressants qui vont ils vont matcher avec elle aussi sa vision. Donc, une autre amie nous met en contact. Et puis, c'est comme ça que je rentre dans une agence de communication. Donc, l'expérience était très intéressante. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'était de la création à l'exécution finalement. Okay. Donc, il fallait créer. On avait juste le nom de l'entreprise était créée. On avait juste le nom. Donc, il fallait déterminer les salaires. Enfin, pas les salaires, mais
les services qu'on allait mettre en place, qu'est-ce qu'on allait faire, les tarifs associés, recruter le personnel, et puis driver tout ce monde-là, en fait. Et c'était qui vos types de clients? C'était des entreprises? On était sur les institutions, on était sur des entreprises, des PME, on était sur des grandes entreprises aussi. On a travaillé avec les grands moulins, on a travaillé avec... on a même fait le premier forum international de la finance avec Bloomfield, Stanislas Zézé. Enfin, voilà, je veux dire, on avait des institutions et aussi tout type d'entreprise. Donc, c'était assez intéressant, cette expérience. J'y suis restée 3 ans en tant que directrice commerciale. J'avais à peu près une vingtaine de personnes que je drivais. Alors, pour quelqu'un qui n'avait jamais géré d'entreprise... Et tu avais la vingtaine en même temps. J'avais la vingtaine. C'était incroyable comme expérience. Il y a longtemps que tu devais être directrice. En fait. Il y a longtemps. Donc, oui, non, c'était super intéressant. Et puis, on avait créé aussi... c'était une belle époque, hein. On avait créé un événement qui s'appelait les soirées Network Barbecue. On s'était rendu compte que nous, jeunes qui rentrons ou bien qui finissons les études, c'est difficile d'avoir accès au directeur. Généralement, tu vas aller donner ton CV, mettre ça quelque part là-bas, ou bien un directeur pour le voir même, pour dire tu vas aller parler de ton affaire, de ton poste, tu as envie de rentrer dans l'entreprise, c'est hyper compliqué. C'est pas des gens que tu croises comme ça. Et donc, on s'est dit avec mon ami, mais pourquoi ne pas créer un événement qui rassemblerait justement les demandeurs d'emploi, des gens qui ont besoin d'agrandir leur réseau. Et puis, en fait, le réseau, finalement. Nous, on avait cette chance-là, en tant que jeunes, de rencontrer toutes ces personnalités, donc de Stanislas Zézé au ministre des Transports et à d'autres ministres. On avait la chance de les côtoyer. Donc, en fait, il fallait créer un lieu un cadre de discussion et de rencontre, finalement. Et donc, on a fait ça. C'était super intéressant. La première année, on a eu 1500 personnes à notre événement. Donc, c'était un barbecue géant avec des jeux, avec tout ce qu'il faut pour mettre à l'aise tout le monde. Et puis, chaque entreprise s'était engagée à avoir un petit stand avec les directeurs qui venaient là et les ministres aussi qui étaient là et qui passaient. Et puis, tout le monde avait la possibilité de discuter avec tout le monde. Donc, l'expérience avait été super intéressante. Et voilà. Donc, on a fait ça. Ça fait 3 ans là. En tout cas, on sent que tu as kiffé cette expérience. J'ai kiffé. Donc, 3 ans. J'ai fait 3 ans là. Et puis, à un moment donné, comme il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un même bateau, le leadership de ma copine et moi, ça commençait à devenir compliqué. Donc, moi, je me suis dit, c'était son entreprise. Donc, moi, fallait que je parte. Bon, je mûrissais l'idée comme ça. Et puis, je reçois un jour un coup de fil de mon patron, Jean-Marc Béjani, qui m'appelle et qui me dit « Ah, mais j'ai reçu votre CV et votre profil m'intéresse. » Je dis « Ah oui ?» Il se présente. Donc, je suis le directeur des cinémas Majestic. On a ouvert il y a 1 an et on a besoin d'aller un peu plus loin. Et donc, on cherche un profil comme le vôtre et tout. Je cherche une commerciale. Donc, je lui dis, en fait, je ne suis pas commerciale, je suis directrice commerciale. Mon petit poste de directeur, tu ne peux pas retirer. En plus, quand on a déjà été directeur une fois, on ne peut pas. Donc, mais bon, comme on ne se ferme pas à un entretien, je pars à l'entretien. Rocambolex, d'ailleurs, je vous passe les détails. Super sympa, super à l'aise. Il me malaise tout de suite. On discute comme si on était de vieux amis. Et puis, je lui dis, en fait, ce que je fais. Et ce que je pense que son entreprise devrait avoir comme profil et ce que cette personne, en tout cas, pourrait faire pour l'entreprise. Il aime vraiment mon côté direct et donc, du coup, il crée le poste de directrice commerciale des cinémas Majestic pour moi. On crée un... Et puis, pour être direct, non, si elle est direct, je dis ça, direct. Elle est directe. D'accord, et c'est comme ça que la vie est courte, donc il faut gagner du temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu travailles dans le cinéma, tu peux dire, parce que je vois, tu fais des publications, tu adores ton métier, tu adores ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétroviseur, que en fait, depuis toute petite, tu aimais le cinéma? Parce qu'il y a des gens qui disent, en fait, depuis que j'étais petite, en fait, j'aimais. C'est juste que quand je rentre dans le domaine, c'est là que je me rends compte. Est-ce que toi, tu sais dire ça ou c'est juste le marketing que tu aimais et tu as appris à aimer le cinéma? Alors, ça va être un peu des deux parce que je suis profondément marketeuse. Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN et j'ai vraiment aimé le marketing. Après, le cinéma, où franchement, je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu aimes vraiment le cinéma? Et en remontant le temps, oui.
Le premier film, on va dire, que j'ai vu au cinéma, c'était Le Roi Lion. Et c'était à l'Institut français, mais j'étais petite, je devais avoir 8 ans. C'était même pas un cinéma, je veux dire, c'est le premier film cinématographique dont je me souviens, en tout cas, et qui m'a... J'ai pleuré devant ce film, devant Le Roi Lion. Et ensuite, en fait, ma plus belle expérience cinéma, c'était Avatar. Ok. Le premier, Avatar. J'ai été le voir au cinéma en 3D. Et là... À Paris, du coup. Ouais, à Paris. Ouais. Et là, j'ai dit, ouais, non, mais c'est extraordinaire, en fait. Comment la technologie, on arrive à voir, mais comme si on était plongé dans le film. Mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué, quoi. Et après, j'ai toujours aimé les films. Mais de là à dire que c'était ma passion, non. Okay. C'est quand je suis rentrée dedans. En fait, quand je pars, je vous ai expliqué un peu l'expérience First Communication, l'agence de communication, parce que là, je me cherchais. Et je me disais, beaucoup de personnes me disaient, mais en fait, Nancy, ton esprit, tu es tellement libre que travailler pour quelqu'un encore, ça va te fatiguer. Donc, il faudrait que tu crées ton truc. Et j'étais là, je dis, mais j'ai pas envie de faire une agence de communication parce qu'il y en a tellement et les gens se bouffent le nez. Je vois comment ça fonctionne. J'ai pas envie de rentrer dedans. C'est pas quelque chose qui me va. J'ai besoin d'avoir quelque chose où je peux apporter, où je peux créer, en fait. Et quand l'opportunité de Majestic est venue, c'est quand j'ai commencé à travailler dedans et puis j'ai dit, ouais, en fait, c'est là où j'ai toujours eu envie d'être. Ouais. C'est ici. Parce que, du coup, en termes d'autonomie, de création, j'avais le champ, libre champ, de faire ce que je voulais. Le poste a été créé pour moi. Il n'y avait rien. Il fallait tout mettre en place encore une fois. Et ce qu'il m'a dit, je te fais confiance. Et là, c'était, ouais. Ouais, et puis là, tu as créé Iconic, mais on va arriver à Iconic. On va y arriver. Donc là, tu rentres au Majestic, il y a déjà ce qui est installé. Toi, quels sont les changements que tu apportes par rapport à l'existant déjà? Ok. Alors, tout de suite, comme on dit chez nous, quand tu arrives dans un village, il faut regarder comment les gens marchent. Ok. Avant de trucs. Donc, je regarde un peu ce qui a été fait. Je vois que je rencontre Najib, qui est aujourd'hui monsieur l'agence X. C'est ça. Qui a une créativité incroyable, donc qui me montre un peu ce qu'ils ont fait, parce que c'était eux qui étaient en charge du commercial, du marketing. Donc, je vois, j'aime beaucoup. Après, je ne balais pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, j'ai une bonne base là pour pouvoir améliorer les propositions. Donc, je rentre tranquillement dedans. Et puis, c'est surtout sur le commercial d'abord que je me concentre. Parce que... Le côté partenaire. Ouais, parce voilà. Que maintenant, quand on va au Majestic, il y a plein de... Exactement. Vraiment, sur le volet commercial, je vois qu'en termes de communication, ça nous coûtait énormément d'argent d'aller communiquer, enfin, de payer la communication. Donc, mon premier challenge, c'est vraiment de réduire cette facture de communication. Et donc, je fais un partenariat avec tout le monde. Échange marchandises avec tout le monde. Et là, on sent la facture descendre, mais considérablement. Et là, mon patron me dit, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, des économies. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et donc, du coup, après, derrière, faut vendre les services. Donc, vraiment, je me concentre sur ça. Vendre les services, la pub. Les gens ne savaient pas que le cinéma, c'est un média puissant parce que les gens vont spontanément vers ce média-là. Il y a des règles au cinéma. Tu as 20 minutes de préséance avant le film où là, tu dois parler de tes sorties qui sont en salle, de tes prochainement qui vont arriver et tu peux faire de la pub annonceur. Donc, du coup, c'est hyper bien maîtrisé. C'est le seul média qui a un taux de rétention à 75%. Donc, les gens qui viennent en salle achètent tout de suite ce que tu leur vends tant que c'est bien fait et bien positionné. Donc, fallait expliquer ça à beaucoup de personnes, aux annonceurs, en leur disant, mais en fait, la télé, la radio, oui, mais là, vous pouvez contrôler à qui vous vous adressez, parce qu'on sait vous dire qui vient dans les salles. Vous pouvez contrôler votre message, vous pouvez faire vraiment vous lâcher en termes de créativité, parce que vous avez un écran cinéma, donc vos pubs, même, elles peuvent être tournées autrement. Donc voilà, c'était assez intéressant d'apporter en tout cas mon expertise de marketeuse sur ces services-là. Et puis après, derrière, en fait, fallait renflouer l'offre. On a de belles salles. On a le cinéma, on sait que le cinéma fonctionne bien le soir, dans la journée, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces salles? Donc voilà, fallait créer des offres de location, de spectacles, enfin voilà. J'ai apporté ma petite touche à Majestic. Avant de parler des films africains, j'aimerais parler par exemple des horaires. Comment est-ce qu'on définit le créneau horaire de tel ou tel film? Par exemple, un film américain, un film français, les blockbusters, parce que bon, il y a certains qui ont souvent des horaires qu'on trouve pourris.
faut le dire, parce que ce ne sont pas forcément les jours où les gens iront lundi 17h, bon, on est au travail, on n'ira pas forcément, pendant qu'il y a d'autres qui ont de très bons créneaux horaires. Donc, comment sont décidés les créneaux horaires, par exemple, pour la programmation des films? Ok. Mais en fait, on va se dire que nous, on est une entreprise commerciale. Donc, on a un cinéma commercial. Et pour nous, c'est le film qui va nous rapporter le plus d'argent qui va être sur les horaires prime. D'accord. Et les horaires prime, ça va être 21h. C'est ça. Tous les jours, 21h. Donc, bon, quand tu as Avenger Endgame qui arrive et que tu sais que tu peux pas le mettre à 17h parce que les gens sont au boulot ou sont à l'école et que c'est plus intéressant de le mettre dans la semaine à 21h et le week-end peut-être à 18h et 21h, enfin, la question, elle se pose pas parce que tu sais que les gens vont venir, ils ont envie de le voir. Voilà. Après, sur certains films, faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y avait plus de cinéma pendant 20 ans. C'est ça. Donc, nous, on a repris l'activité il y a 10 ans. Et quand on reprend l'activité comme ça, on est en test, en fait. On sait que les films américains, ça fonctionne parce que, voilà, il y a pas... Tout le monde le sait que ça fonctionne. Les films français, il faut aller chercher le public autour. Que les comédies qui marchent surtout. Exactement. Et sur les films africains, en fait, on n'avait pas de référence. Donc, pour nous, il fallait tester. Donc, on teste d'abord, on se dit, en Afrique Film, on fait un tarif spécial pour ces films-là, pour permettre vraiment à un grand nombre de venir les voir. Et nous, on va regarder, en fait, les horaires qui conviennent. Voilà. Et c'est comme ça on a défini notre grille, mais sur laquelle on n'est pas figé. Quand, par exemple, on sort Le Gendarme d'Abobo il y a quelque temps et qu'on voit, quand on le tease en salle 3 mois avant la sortie et qu'on voit que, en fait, les gens rigolent autour et les gens, ils se pâment à chaque fois qu'il y a la bande-annonce, on se dit, ce film-là, en fait, il faut lui donner sa chance. Il est sorti à 21h en blockbuster. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a fonctionné. Les films de Kadi Touré, pareil. Le film de Fabrice Sarwignon. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Pareil. Enfin, nous, on est dans le test. On ne fait pas sciemment. On ne se dit pas, tel film, comme c'est français, on va le mettre à un horaire pourri. Ou comme c'est africain, on va le mettre à un horaire pourri. Non, on teste. On fait des tests et après, c'est aux producteurs, aux réalisateurs ou aux distributeurs de nous convaincre que ce film-là mérite d'être vu. Mais comment? Il y a un problème aussi, c'est que, par exemple, les films américains vont bénéficier d'un marketing international qui va rejaillir. C'est-à-dire que même sans qu'on fasse quelque chose, les films français aussi, dans une certaine mesure. Mais les films africains, les producteurs ou les réals, quand ils font leurs films, se disent « j'ai fait mon film, c'est fini ». Mais alors que le marketing, c'est important. C'est hyper important. C'est généralement 20% du budget du film, de production du film. Et le marketing ne se fait pas après le film. Il commence même avant le film. Donc, je veux dire, il y a toutes ces stratégies-là aussi que nos producteurs doivent implémenter dans leur... Exactement. Parce que quand ils viennent nous voir, « Ah, mais j'ai fait mon film, tenez. » Oui, mais est-ce que vous avez le matériel qui va avec bande-annonce, une chic bande-annonce? Parce que la bande-annonce, en fait, c'est ce qui vend le film. La bande-annonce, l'affiche du film. Est-ce que vous avez d'autres choses qui pour nous permettre de créer des contenus Non. OK. Vous avez prévu de faire de la pub. Ah, mais vous allez faire de la pub, non? Vous faites de la pub, vous êtes cinéma. Oui, mais non, en fait. C'est pas notre rôle. Parce qu'il n'y avait pas de distributeur. On a pris sur nous de le faire. Mais à un moment donné, ça suffit. Généralement, ce qu'on dit, nous, on tisse des partenariats avec tous les médias pour donner de la visibilité justement aux films africains. Mais ça, c'est parce qu'on est une entreprise citoyenne. Mais sinon, normalement, c'est pas notre rôle. Mais derrière, on dit, voilà ce qu'on vous propose de faire. Mais vous aussi, il faudrait que vous fassiez aussi sur la com. Faut que les acteurs participent. Faut que vous ayez un marketeur qui vous accompagne et qui vous dise ce qu'il faut faire en plus pour venir... En tout cas, sur les horaires, c'est pas, on ne le définit pas, on ne met pas des gens dans des cases, on teste. Parlons du côté citoyen. Non, avant ça, je sais que maintenant, le Majestic a une stratégie où lorsqu'on sort des films, il faut que la première semaine, le film fasse un certain nombre d'entrées, sinon on le sort. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou vous étiez plutôt en phase de test ou c'est vraiment maintenu, c'est bon là? Ça, c'est maintenu. Ça, c'est une règle. Il faut qu'un peu importe le film, même qu'il soit américain. Il faut que le film fasse combien d'entrées? 300 entrées. 300 entrées. Donc, ça veut dire, quand il sort vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, il faut qu'il fasse 300 entrées s'il veut rester
dans la programmation. Maintenant, parlons des films africains. Est-ce que le Majestic, ils ont, par mois, mensuellement, vous avez dans votre stratégie, c'est combien de films africains que vous avez décidé de sortir? Nous, on a le quota, c'est un film africain par mois. Ok. Donc, on est censé en sortir 12 sur l'année. Mais ouais. Il n'y a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup. Non, il y en a beaucoup, mais c'est vous qui faites le tri par rapport à vos standards aussi. Non, il n'y a pas beaucoup même. Ok, d'accord. Déjà, à la base. Et par rapport à nos standards, oui, on fait un tri par rapport à la qualité, par rapport, enfin voilà, à plein de choses. Et là encore, ça réduit encore le... Donc, on est obligé... Donc, finalement, vous retrouvez à combien de films à l'année? On peut se retrouver avec 6-7 films. Si on en a sorti 6-7, on est bien. On est bien dedans. On va essayer d'aller trouver un blockbuster parce que bon, depuis maintenant quelques années, on le fait. Il y a au moins un blockbuster africain par an. On essaie d'en avoir un ou deux. Si on a ça, on est content, mais on aimerait avoir plus. Je regarde des films tous les jours, surtout les films africains. Bon, les films... non, mais j'adore. Je regarde des films tous les jours. Hier, j'en ai regardé 2. Comment te dire? En fait, des films d'horreur. Et j'aime bien parce que on est en train de partir vers d'autres genres. Là, on n'est plus dans la comédie. On prend un peu de risque. On va dans l'action, on va dans le thriller, on va dans le suspense, on va dans l'horreur aussi. Le scénario, vraiment pas mal. Scénario pas mal. De l'histoire, hein, de ce que j'ai compris, le scénario est pas mal. Mais je trouve dommage que la réalisation soit pas... J'ai l'impression que c'est de mon film, là, tu es en train de parler. C'est gabonais? Ça s'appelle comment? mais c'est une sirène. Non, oui, peut-être? Non, ok, d'accord. Je l'ai pas encore reçu. Ok, d'accord. Donc, Franck l'a pas encore envoyé. Non, d'accord. Mais, tu vois, j'étais là, je dis... Oh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Donc là, j'ai dit, mais en fait, s'ils peuvent retravailler le film, et c'est aussi ça en tant qu'exploitant, parce que nous, on est l'œil du public. On sait ce que le public aime. Et justement, notre relation, ce qu'on veut, c'est d'avoir une relation assez intime avec les réalisateurs et les producteurs et les distributeurs pour leur expliquer que, attention, voilà ce que le public aime. Nous, on veut regarder, pas quand vous avez complètement fini, histoire de vous dire, attention, ça c'est pas bon, ça, c'est pas bien. On fait des retouches comme ça. Sur le son, on avait travaillé avec toi, oui, même sur Monsieur le maire, on avait fait quelques critiques constructives. J'espère, pour le film. Bien sûr. Et voilà. Parlons de, justement, quels sont les critères pour éliminer ou sélectionner un film? C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, en tant que producteur, j'ai un film à te proposer, quelle est la grille d'évaluation du Majestic? Est-ce que c'est sur l'image, le son, l'histoire? Enfin, voilà, c'est un concours de Miss. C'est ça. C'est sur quoi je dois travailler? C'est ça. C'est sur l'image, c'est sur le son. Le minimum que l'image devrait avoir sur 10 pour qu'il passe chez vous, c'est combien? Ben, au moins 8. D'accord, donc le son. Le minimum. Le son aussi, pareil. Le son, c'est hyper important au cinéma. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui fait le cinéma. Sur le son, allez, on est assez indulgent. Donc, sur le son, 8 aussi. Vraiment, tous les critères, c'est 8. L'histoire, pareil. Les acteurs. Ouais. On va pas rentrer sur les acteurs. Bon, aujourd'hui, non, vous n'êtes pas... On n'est pas regardant. En tout cas, pour l'instant, on regarde pas. Nous, il faut qu'il y ait une bonne histoire qui plaise à notre public. Il faut que le son soit excellent, vraiment audible, qu'on ait vraiment le moins de perturbations là-dessus. Parce que c'est hyper désagréable quand vous avez un son qui balance ou des grésillements dessus. Au cinéma, on l'entend. Bien sûr. Après, nous, aujourd'hui, on a... Le public, il y en a qui font pas attention, mais moi, je suis hyper gênée quand je vais voir un film en salle. Et puis, en fait, j'entends des trucs. Je dis, oh là là. En fait, je descends dans mon siège. Horrible. Et voilà. Et l'image aussi, hyper important. On est sur des écrans 4K, on est sur un grand écran de plus de combien de mètres. Faut arrêter, quoi. Faut qu'on ait vraiment quelque chose de qualité. Donc oui, on élimine beaucoup. On élimine beaucoup. On prend, on va pas dire, on prend les excellents et les passables. Souvent, il y a des... Voilà, les passables. Mais dis comment Nancy a laissé passer ça. Mais je comprends que oui, il faut donner la chance. Il faut donner la chance à tout le monde. Par exemple, dernièrement, on a sorti un film d'animation en VFX.
c'est pas le film que tout le monde va venir voir, mais c'était hyper important pour nous de le sortir. C'est Space Agent, ça s'appelle, avec Dom Fred. Dom Fred, oui, j'ai vu passer. Voilà, on l'a sorti parce que c'était hyper important. Le film est super bien fait. Un film d'animation fait par un Africain, de bout en bout, en utilisant les VFX. Incroyable. Bien sûr. Dommage que, même si l'histoire ne parle pas à nos gens, mais c'est quand même une première. Et pour nous, c'était important de... Il y a eu des gens qui sont allés le voir, parce que j'ai vu que vous avez quand même poussé un tout petit peu. Quand même. Pas beaucoup, mais il y a eu des gens qui sont venus le voir. Et comme j'ai dit à Fred, c'est un peu... C'est doucement. C'est un jour, on fait un pas, et ensuite, ainsi de suite. Et ça va venir. Et l'expertise, en fait, ça peut inspirer d'autres personnes à dire, ah bah tiens, si un Africain a pu le faire, je peux le faire aussi. Voilà. Donc, nos critères, je vais pas te dire... Ce que tu as dit, c'est ça. Il y en a d'autres. Par exemple, moi, j'ai horreur quand je regarde un film et que les lenteurs, et ça, les Africains, ils sont champions dedans. Les lenteurs, mon Dieu. On va pas être on va pas suggérer. En fait, on va montrer, on va déjeuner, d'accord. Oui, mais on va regarder la dame en train de mettre tous les trucs de la table. Le chocolat, oui, c'est... Gagnons du temps, quoi. Voilà, faut pas faire du remplissage pour faire du remplissage. Donc, quand je regarde, moi, ce genre de truc, franchement... Maintenant même, je suis plus patiente. Je prends le temps d'aller jusqu'au bout. Je prends le temps d'aller jusqu'au bout. Mais avant, je regarde pas. Dès que je vois un truc qui fait, je dis non, ça passe pas. Mais du coup, dans ce sens, moi, j'ai 2 questions aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de faire non, je pense qu'on peut. Une cartographie du type de film africain qui marche. Et puis, est-ce que... Bon, je pense qu'on a tous compris que ce sont les comédies romantiques. Donc, aujourd'hui, tout le monde s'engouffre dedans. Tout le monde ne fait que ça. Ouais. Donc, est-ce que, pour toi, c'est c'est la bonne chose à faire parce que ça marche, on sait que le public aime, donc c'est bien que tout le monde s'y mette. Ou bien, il faut plutôt aller chercher d'autres genres qui marchent. Aujourd'hui, tu pourrais dire quel genre marche et où les Africains devraient s'aventurer. Mais en fait, c'est bien qu'on sait que la comédie a fonctionné parce qu'on l'a vu avec toutes les comédies qu'on a sorties. Mais pour moi, c'est une fois qu'on sait qu'un genre fonctionne, ça sert à rien de s'engouffrer là-dedans. Il faut aller vers d'autres genres, il faut aller tester. Et c'est là où je trouve courageux, parce que ça, c'est des discussions que j'ai eues il y a 2 ans avec des réals, en leur disant, mais les gars, prenez un peu de risque, en fait. Allez, sortez, on a des histoires d'horreur qui font peur. On a des histoires qu'on se raconte même, et ça nous fait peur. Donc, pourquoi vous les mettez pas en scène ? Pourquoi vous créez pas de contenu autour sur du suspense on a plein de genres qu'on peut explorer et des discussions de 2 ans. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 ou 3 films d'horreur. Et ils voient rien. Ils sont bien. Les scénarios sont bons, mais encore une fois, il y a problème de réalisation. C'est ça. Je pense qu'il leur faut regarder beaucoup de films d'horreur pour voir comment ceux qui ont pignon sur rue, par exemple Blumhouse, ils mettent en scène leur film, la musique derrière, mais tout ça crée en fait. C'est ça qui crée l'environnement. Et donc, non, je ne pense pas qu'il faille s'engouffrer dans ce qui marche. Je pense qu'il faut aller chercher d'autres genres qui vont fonctionner. Bien sûr, ce qui marche, ça ramène de l'argent, on le sait. Mais il faut prendre un peu de risques et il faut aller vers d'autres genres. Donc, l'horreur, ça fonctionne en salle. Il faut savoir que la population qui vient au cinéma, majoritairement, est âgée de moins de 25 ans. Aujourd'hui, moi, je sais te dire, dans les clients qui viennent au Majestic, les tranches d'âge. OK. Tu vois, donc ça, c'est des choses qu'on donne aux réals qui nous approchent en leur disant, voilà la population à qui vous allez vous adresser. Ce genre de personnes-là, ils n'ont pas le temps. Ils ont envie de se divertir. Ils n'ont pas envie de trop réfléchir. Donc, les films moralisateurs, ils ne vont pas être sur les films d'auteur. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas aimer. Ils vont quelque chose qui leur... une expérience. Ils veulent vivre une expérience visuelle, sonore et repartir, mais époustouflés, en fait. Donc ça, pour toi, c'est les prochains genres qu'on devrait explorer, c'est l'horreur. L'horreur. Et l'action. L'action. Ouais. OK. Tu penses action, qu'on est prêt? suspense et tout. On teste? Oui, faut tester. Encore une fois, faut tester. Faut tester pour que d'autres critiquent et que on puisse s'améliorer. C'est comme ça. On va pas rester là, comme on sait que ça fonctionne, on va faire que ça. Mais on va être perdu.
les Nigériens, ils ont testé les films d'horreur il y a longtemps. Même nous-mêmes, ça nous faisait peur. Bien sûr. Malgré que c'était bizarre, c'était pas bien fait. Bon, aujourd'hui, quand ils te font des films, t'es juste waouh. Alors, donc, si moi, aujourd'hui, je venais te voir, je dis, bah non, si j'ai l'argent pour faire un film, quel film je devrais faire que ça marche? En Côte d'Ivoire. Bah non, en Côte d'Ivoire, en Afrique, quel type de film, sur quel type d'histoire, quel casting, quelle est l'angle que je devrais choisir pour que mon film marche? Alors, si tu veux au Majestic, restons sur le Majestic. Je veux que mon film marche au Majestic, je veux du sold out chaque semaine. J'ai l'argent pour le tourner. Quel type de film je dois faire? Ok. Quel acteur, qui? Bah, je te dirais de partir. Donc, je te dirais, moi, le top 3 de genres qui fonctionnent dans nos salles. Donc, c'est horreur, c'est action, c'est comédie. Héros aussi, mais bon, super-héros, je pense pas que quelqu'un soit prêt encore à faire des films à la Avenger, à la Marvel. D'accord, donc pas d'Avengers, pas de comédie parce que tu en as trop. Ouais. Donc, horreur et action. Ok. Vraiment. En termes de casting, il faut mêler des stars à la jeune génération. Donc, il faut qu'on ait des têtes d'affiche. Donc, Gou, dans l'ancienne. Ok. Le gendarme d'Abobo, ça a bien fonctionné. D'accord. Gou, que voir Gou. Ouais. Kadi Touré avec Marabout Chéri. Donc, tu avais Kader Gadji, tu avais Kadi Touré et tu avais Chekivan. Après, quel autre film? Même l'interprète, Kadi Touré, Stéphane Zavavi à l'époque, qui était super connu. Enfin voilà, faut mêler un peu les talents. Même je crois que dans l'interprète, il y avait un chanteur, Mike Alabi, qui jouait le rôle de l'inspecteur. Donc il faut aller chercher des talents autant du cinéma, mais aussi des gens qui vont driver leur communauté. Par exemple des influenceurs ou des comédiens ou des artistes. Enfin voilà, à leur donner un rôle. Tout ça, ça crée en fait une aura autour du film. Après, en termes de scénario, on peut regarder. Bon, j'ai de la chance, moi, de ne pas être qu'exploitante, de faire d'autres choses et d'être sollicitée, en tout cas pour mon avis sur les scénarios. Donc, je sais lire des scénarios, je sais critiquer un scénario et donner... je fais partie d'une commission, bref. Voilà. Donc, on sait accompagner. Si seulement on nous demande, on vient vers nous et on nous demande, bon, je suis à l'étape de préparation de mon projet, voilà ce que je veux faire, comment est-ce que je dois l'orienter, et puis voilà, à chaque étape, montrer qu'on voit sur la qualité, sur le son, même pendant la post-prod et tout. Enfin, voilà. Mais, on peut accompagner. Donc, je vais venir sur l'accompagnement. Pour toi, ça serait quoi l'étape idéale à laquelle on devrait t'associer, toi, en tant qu'exploitante? Ben, en amont, déjà, sur le scénario. Le scénario. Une fois que le scénario, il est bon, nous le faire lire, ok. On sait dire, un scénario ne donne pas forcément un bon film. Un bon scénario ne donne pas forcément un bon film. C'est sûr. Parce que tout va dépendre de la réalisation. Ok. Donc, nous, sur le scénario, déjà, une fois qu'on l'a lu et qu'on est ok pour l'accompagner, ok. On passe l'étape d'après, vous réalisez votre truc, on le voit au moment de la post-prod. Après, les premiers montages, même si le film n'est pas étalonné, qu'on puisse voir à quoi on va s'attendre. Là encore, on peut faire des retouches. Et ensuite, une fois que tout est fini, on le regarde tous ensemble et on corrige les derniers couacs, j'ai envie de dire. Je sais que ça a fonctionné. On l'a fait avec... alors, j'ai plus le titre en tête, mais dernièrement, il y a peut-être 6 mois comme ça, avec un film burkinabé. On l'avait pas lu on avait lu le scénario. Il était parti, il était revenu. Il nous avait montré le produit fini. On a fait des retouches. On l'a regardé en salle. On a fait des retouches. Et puis, il a corrigé et on l'a sorti. Et il y avait de belles couleurs. Le son était impeccable. Le scénario bien. Enfin, voilà. Donc, mon film, c'est bon, tu as fait toutes les retouches qu'il faut, il sort. Est-ce que c'est si important que ça, ces histoires d'avant-première que les gens aiment faire, où je trouve qu'on dépense plus d'argent, finalement, qu'on ne devrait, avec des cocktails, des discours, des gens qui ne payent pas, finalement, qui viennent. Est-ce que, finalement, ça marche, les avant-premières? Est-ce que ça marche dans la communication, dans le marketing du film, ou les gens font ça juste parce que voilà, ils ont envie de faire le long discours et autres? C'est vraiment important dans la stratégie d'un film. Ah, c'est super important, l'avant-première. C'est la manière d'événementialiser le film. Là, vous donnez de la visibilité aux acteurs, vous donnez de la parole aux acteurs, aux réalisateurs, à tous ceux qui ont travaillé sur le film. C'est hyper important, une avant-première. Parce que là aussi, vous venez le présenter.
à des personnalités qui vont, eux, relayer l'information que votre film est en salle ou sera en salle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un élément important dans la communication. Aujourd'hui... Est-ce que c'est indispensable? Moi, je dirais que oui. Dans le marketing du film, c'est indispensable. Parce que ça vient donner le là, en fait. Ça va Qui sera à ton avant-première? Qui devrait être à ton avant-première? Qui devrait être Qui devrait être à une avant-première? Parce que souvent, moi, j'ai l'impression que les gens, ils invitent surtout leurs amis, leur famille, mais à une avant-première dans une salle comme l'Ivoire, où le cocktail coûte 3 millions, c'est une salle de plus de 100 places, enfin, plus de 300 places, 385 places. Qui devrait remplir ces 385 places? Tu as les journalistes. D'accord. D'abord, c'est hyper important. Les journalistes. Ça devrait être combien de pourcents de la salle? Les journalistes, 20% de la salle. 20%. Vraiment, parce que derrière, tu les invites, pas pour leurs beaux yeux, pour qu'ils puissent relayer derrière, pour dire que il y a tel film qui va sortir, voilà, ils vont recueillir les avis des gens, tout ça, leurs impressions sur le film. Ça fait partie on va dire, de la hype autour du film. Donc 20% au moins doivent être des journalistes. Journalistes, tu as des influenceurs qui vont aussi dire à leur communauté, j'étais à l'avant-première du film de Sonia, trop bien, j'ai aimé, il faut que vous veniez le voir. Ça crée aussi ça participe à toute la hype autour du film. Ensuite, les techniciens, ceux qui ont travaillé sur le film, les acteurs, le réel, c'est important qu'ils voient leur projet sur grand écran et surtout qu'ils voient les réactions, qu'ils entendent les réactions. Moi, je suis toujours fascinée quand on fait une avant-première et qu'un réel est là. En fait, ce qu'il fait, il se lève toujours et il va se mettre à la porte du Majestic et il regarde comment les gens réagissent. Il écoute, il est proche, parce que la porte, pourquoi? Parce qu'on a les retours du son. Donc, on a du son devant, on a du son sur les côtés, on a du son derrière. Donc, il a tous les retours pour voir si c'est la bonne, c'est le bon rythme en termes de, je sais pas comment on dit ça, le bon volume. Oui. Voilà. Le bon volume, et il va regarder les réactions des gens sur les scènes qui sont censées être d'émotions tristes. Est-ce que les gens, on sent que les gens sentent la tristesse sur les scènes qui sont censées être drôles? Est-ce qu'ils rigolent aux blagues? Enfin, voilà. Donc, c'est hyper important de confronter son produit à un public neutre, surtout, qui ne sont pas vos amis, tout ça, et qui vont dire mais c'est trop bien, même si t'as fait de la merde et tout, ils vont dire c'est trop bien. Non, mais un vrai public, quoi. Et donc, c'est en cela que l'avant-première est importante. Donc, on va dire que 40% l'équipe du film, vraiment toute l'équipe du film, 10% la famille et les amis, 20% les journalistes, 10% influenceurs et puis 10% des gens, les ministres et whatever. Enfin, Ok, d'accord. Et pour toi, quels sont les autres éléments clés qui devraient participer? Là, j'avoue, c'est la maquetteuse que j'ai, en même temps l'exploitante, qui aide à la communication du film. C'est-à-dire, donc là, tu m'as parlé de l'avant-première. Donc, j'ai fini mon film, d'accord, on a fait l'avant-première, mais qu'est-ce que je peux utiliser encore comme support pour mettre en avant le plus possible mon film? Idéalement, j'aimerais voir un marketing film vraiment très poussé. Quand tu es en train de produire, ton marketing, il ne commence pas après ton film. Bien sûr, ça commence comme tu l'as dit. Avant même le tournage. Même le tournage. C'est-à-dire que, regarde, par exemple, les phrases des Binto. D'accord. Le casting qui est lancé. Peu importe. Avant même le casting, il a juste créé une affiche et Binto, bientôt. Je peux te dire le nombre de personnes qui m'ont appelé. Mais le film, il va sortir au cinéma. Ce film-là, non, si on n'a qu'à attendre ça à sortir. Parce que j'ai l'impression que c'est un projet maudit. Chaque année. Attends d'abord. Okay. Là, on entend parler de marketing. Oui, de marketing. Il a dit bientôt. Bientôt. Tout le monde t'a appelé pour il n'a même pas encore commencé à tourner. Tout le monde m'a appelé pour me dire mais il va sortir dans la salle. Il sort quand? Ok. Incroyable. Ça, est-ce que aussi, après, Binto, c'est parce que c'est un livre qui nous a tous marqués quand on était jeunes, c'est différent. Est-ce que le bientôt, ça aurait marché n'importe quel film qui n'est pas un livre autant à succès? Est-ce que si c'était, par exemple, je sais pas moi, les histoires d'Akissi, je disais les histoires d'Akissi bientôt, ça allait créer autant d'engouement? C'est parce que c'est Binto. Oui, on peut le voir comme ça parce que c'est Binto, mais je veux dire, une stratégie, elle est pas figée.
Lui, il l'a fait parce que il sait sur quoi il surfe, puisque c'est un livre à succès. Ouais. Mais ça aurait été Les histoires d'Akissi. Je tease ça. Mais tu peux teaser. En quoi faisant? J'en sais rien, mais enfin, après... Non, mais les histoires d'Akissi, j'en sais rien. Tu vas teaser une Akissi? Je sais pas. Quelqu'un qui va faire une Akissi qui arrive bientôt. Mais même, j'ai envie de te dire que même un nouveau produit, pour un lancement de produit, un produit lambda, un annonceur lambda, quand il veut l'introduire sur le marché, il va te faire un teasing d'abord. C'est vrai. On ne connaît pas son produit, mais il va teaser. Donc, les gens vont être curieux de se dire, mais ça, c'est quoi on voit dans la ville? Mais qu'est-ce que c'est? Tu vois? Donc, pour un film, c'est pareil. Tu le teases un petit peu avant, histoire de recueillir des trucs. Tu peux le teaser avec une affiche, tu peux le teaser même avec un spot de 10 secondes, de 20 secondes, qui va te donner une idée qui va créer quelque chose. Et il y a une périodicité. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose il y a quelque temps, au bout de combien de temps tu fais une petite révélation? Les Américains sont trop forts dans ça. Bien sûr. Quand tu as Game of Thrones qui doit sortir et que pendant 1 an avant le truc, on te tease, on te dit... on te donne une première bande-annonce. 3 mois après, on te donne une autre bande-annonce. Ainsi de suite. Et enfin... Mais tu connais aussi la problématique ici, c'est que les gens, tu vas teaser, tu n'auras pas l'argent, tu as fini de teaser, le film, il sort jamais. Il y a aussi ça. Ah, mais dans la vie, il faut être sûr de où tu t'en vas quand même. Ils n'ont pas l'argent, tu vas Il faut évaluer la dépense. Bientôt, ça ne sort jamais. Bientôt, c'est dans 10 ans. Non, moi, je te parle des gens sérieux. Ok, d'accord. Quand tu es sérieux, voilà, à peu près... Avant de commencer ton tournage, tu teases. Avant de commencer pendant le tournage, tu peux teaser. Tu peux teaser. Par exemple, Kadi Touré, sur le Marabout Chéri, elle a maîtrisé sa communication. Elle n'a pas... elle a teasé juste ce qu'il fallait, mais sans dévoiler. Par exemple, les acteurs qui auraient dedans, on ne savait pas. Enfin, nous, on savait. Mais les gens ne savaient pas que Sheikh Ivan allait jouer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et encore là, sur le casting, mais quelle ingéniosité dans le casting. Tu vas prendre un Sheikh Ivan qui a déjà une aura, qui est déjà connu. Les gens vont être surpris de se dire... Ok. Parce qu'il reste quand même pudique malgré le revoir. Est-ce qu'il va l'embrasser? Ouais, on ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ça, ça crée, en fait, une émotion, quelque chose autour de ton film. Tout ça fait partie du marketing. Ok. Tu comprends? Donc, commencer la com avant. Commencer la com avant. Après, tu n'es pas obligé de la commencer avant que tu tournes. Mais au moins, 6 mois avant la sortie de ton film, il faut commencer à faire quelque chose. Il faut commencer à faire quelque chose. Il faut avoir des contenus. Il faut avoir des contenus avec tes acteurs. Des interviews avec tes acteurs pour leur demander leur impression pendant le tournage, qu'est-ce qui les a marqués, qu'est-ce qu'ils ont aimé, pourquoi ils ont accepté de prendre ce rôle-là. Faut qu'on ait un making-of quand même. Ouais. Il faut avoir différents spots différentes bandes-annonces autour de ton film. Une bande-annonce qui tease juste un peu, une qui en révèle un peu plus, une qui va révéler vraiment la bande-annonce finale. Enfin... Pardon, voilà. Il y a énormément de contenu à avoir autour de ton film. Un film, c'est pas juste le film, l'affiche, la bande-annonce. Mais du coup, dans la com, parce que tu me disais, quand certains producteurs africains vont ramener des films, ils n'auront pas le matériel adéquat. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient avoir? C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent te voir, toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils te renvoient? Qu'est-ce qu'ils devraient avoir dans leur bagage? Ça, je leur dis, j'ai un document clair en leur disant, voilà les affiches qu'on veut, les formats des affiches, voilà les vidéos qu'on veut, voilà le nombre de vidéos. Enfin, c'est clair. Et si on n'a pas? Parce qu'on n'a pas produit, on ne savait pas. Et parce que, non, je ne sais pas, donc je n'ai pas fait ça pendant mon film. Mais tes acteurs, ils ne sont pas morts, ils sont là. Tu peux faire. Ok. Il y a des choses que tu peux rattraper. Mais c'est hyper important parce que au bout d'un moment, tu épuises les gens avec juste ta même bande-annonce et surtout si elle n'est pas bien faite. Parce qu'il y a un truc que les gens négligent, mais c'est la bande-annonce. Mais la bande-annonce, c'est la bande-annonce en fait qui vend ton film. Ta bande-annonce, même si ton film est pourri, que ta bande-annonce est bien, les gens vont avoir la curiosité de venir voir ton film par rapport à la bande-annonce. Et puis après, ils vont se dire, on nous a eu, le film n'était pas bien. Mais la bande-annonce, c'est ce qui vend ton film. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire, en termes de film africain, qu'il y a eu
Bon, ils sont déjà sortis. Ça a marché. Non, ils sont plus en stade. Pas là dans la vie, là. Non, mais ils sont déjà sortis. Bon, si tu veux, on peut rester en Côte d'Ivoire au moins. Ou bien, là, c'est plus grave. C'est encore plus grave. Bon. Non, je voulais dire qui a eu pour toi la meilleure bande-annonce. Moi, je peux dire, la bande-annonce qui m'a le plus blagué, c'était Soirée de Waouh. Et si arrivé, et puis au milieu du film, on commence à m'évangéliser. Je me suis dit que... Ah bah ouais. Je dis que mais... Attends, c'était pas film pour faire la fête? Tu vois, ça par exemple, j'ai trouvé que c'était une BA qui était très... Parce que si tu positionnais comme un film chrétien, bah, tu allais déjà réduire ton public et ils n'ont même pas annoncé produit par Mohamed Sanogo. Déjà, c'est le jour de l'avant-première qu'on découvre. Et puis tu dis... Donc par exemple, moi j'ai trouvé que c'était bien fait. Donc je sais pas si toi, tu as d'autres exemples qu'on a peut-être manqué. Et puis l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des films, toi, que tu as aimés? C'est-à-dire, quand tu as vu, tu as dit non, ça va marcher, et finalement, ça n'a pas marché. Parce que ça arrive, il y a des films qui sont des coups de cœur, tu t'es dit non, ça va prendre. Et puis, les gens n'étaient pas au rendez-vous, ils n'ont pas kiffé. Ça, c'est déjà arrivé ou... Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, nous, on a un petit jeu qu'on fait en interne. C'est que quand on a un film, on parie sur le nombre d'entrées que ce film va faire par rapport au ressenti de chacun. Au ressenti de chacun. Donc on va dire, ah, bah, ce film-là, il va fonctionner, ce film-là va fonctionner. Et j'aime trop parce qu'à la fin... Tu gagnes toujours? Non, je gagne beaucoup. Pas toujours, mais je gagne beaucoup. Sur les bandes annonces, bon, je ne vais pas citer parce que les susceptibilités des gens... C'est vrai. Voilà. Bon, dans 10 films ivoiriens, bon, je ne sais pas si on a eu 10, mais dans les quelques films ivoiriens, est-ce qu'il y en a au moins 2, 3 BA qui sont démarrés, tu t'es dit? Ouais. Et ils ont bossé. Ouais. Ok, d'accord. C'était fait par des femmes ou des hommes? Alors, je ne sais pas du tout. Ok, d'accord. Je ne sais pas du tout, mais ouais. Et oui, il y en a eu. Il y a eu des BA aussi, mais vraiment super nazes. Truc, tu regardes, tu dis oh là là. Alors que parfois les films sont bons. Moi, je suis allée voir un film. Les films sont bons. La BA, je me suis dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Ouais. Mais non, des films que tu as aimés et des finalement, ils n'ont pas. Où tu as perdu et tu as dû donner de l'argent à ton collègue. C'était des films américains. Ah, c'était plus américain? C'était plus américain. Pas africain, c'était plus américain. Et oui, où j'ai perdu. Mais où j'ai gagné, par exemple, il y avait un film, c'était Les Agodjiers, là. Les Agodjiers. Ah oui, Woman King. The Woman King. Alors, ils étaient sûrs que ça n'allait pas fonctionner. Pardon? Je te jure. Qui était sûr? Non, parce qu'au début, nous, quand on avait les éléments du film, on n'avait pas... Enfin, tu as l'histoire, mais tu as la bande-annonce. Mais on se dit, oui, mais c'est en Afrique, c'est pas comme Black Panther, c'est pas... Il n'y a pas d'effets spéciaux, tu vois ce que je veux dire, comme les Marvel et tout. Il y a tout le truc, il y a toute la com qu'ils ont fait. Tout ce que tu dis qu'on devrait faire, ils ont fait ça. Ils l'ont fait, mais... En fait, on savait que ça allait fonctionner, mais pas... À ce point? À ce point. Et surtout qu'on est dans une période de féminisme, woman, non. Pourquoi vous avez... Non, mais c'était pas évident. Vraiment, c'était pas évident. Parce qu'ils pouvaient c'est quand même l'histoire des Amazones. Ils auraient pu se rater. Bien sûr. Ne pas avoir le côté vraiment africain. Nous la sortir à l'américaine. Tu vois ce que je veux dire? Passer vraiment à côté de la chose. C'était un peu risqué quand même. Et non, moi, je pensais que ce film-là allait être un carton. Je le savais. Et je me rappelle que je discutais avec mon patron. Et mon patron me dit, ouais, bon... Ouais, mais tu sais... c'est pas Black Panther, c'est pas Marvel et tout. On était dans cette discussion-là. Moi, il a dit, ça a marché. Ça a marché. Voilà, faut regarder. Et succès incroyable. Il m'a dit, ouais. Et du coup, je crois que je l'avais prolongé, lui. Ouais, il a été prolongé. Moi, si je dois dire un film, je crois que c'est Sans regret. Je pense qu'il aurait dû marcher plus. Mais peut-être que, bon, à ce temps-là, il n'y avait pas la com comme aujourd'hui autour des films. Je pense qu'il aurait dû marcher plus. J'ai trouvé que ce film ivoirien était pas mal. C'était pas mal. Et après, on va arriver maintenant à Iconic. Donc, tu étais dans l'exploitation. Et après, tu as décidé d'être agent d'acteur. Est-ce que c'est parce que tu estimais que les acteurs, ils étaient mauvais ou bien ils se mettaient dans les mauvais films? Bon, en fait, Iconic, c'est une boîte en Nancy. Bon, je vais te laisser expliquer d'abord avant de commencer les questions. Alors oui, Iconic, j'ai monté Iconic il y a 4 ans parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, Iconic? Justement, je trouvais qu'il manquait quelque chose à l'industrie. Donc, déjà, un agent pour représenter les professionnels du secteur. Et aussi, j'avais moi des petites idées de production que je voulais mettre en place et voilà. Et aussi accompagner sur le marketing parce que vraiment, comme j'ai dit, je suis marketeuse vraiment dans l'âme et que je trouvais que les projets sortaient mais sans vrai marketing autour. Donc, en tant que conseil, enfin voilà. Donc voilà.
Iconic fait du marketing, du conseil marketing, de la production et représentation d'artistes. Et dans ton catalogue, on retrouve qui, par exemple? Alors, bon, là, je t'avoue que je suis en reconstruction de l'idée. Il y a certains qui étaient dedans qui sont plus dans le catalogue parce que je sais qu'à l'époque, tu avais Prudence Maïdou, tu avais Guy Calou, Kadi. Kadi, tu avais Thérèse Samadis, qui est d'Isabelle. C'était quoi dans... Bref, le beau gosse d'Isabelle, c'est lui. Et tu avais plein d'acteurs comme ça. Ouais. Je trouvais une belle brochette d'acteurs. Ils sont toujours dans ton catalogue ou... Écoute, moi, je me suis mise en sourdine pendant un temps parce que je préparais mon diplôme d'HEC, je ne pouvais pas gérer et Majestic, gérer Iconic. Donc, il y a certaines choses que j'ai mis en stand-by. On est toujours en contact. Mais en fait, il y a une restructuration parce que là, maintenant, je vais avec un partenariat avec un agent français. OK. Donc, super reconnu, avec qui je vais en partenariat donc, pour refaçonner Iconic. Et on va revenir et on va tous les embarquer à nouveau dans la nouvelle aventure. Mais pour l'instant, je suis en stop. Je n'ai pas arrêté mon contrat avec mes acteurs. Mais je leur ai dit que je suis en lot le temps de revenir avec la nouvelle proposition, qui va être beaucoup plus impactant, parce que là, on va proposer de la formation aussi pour les mettre à niveau. Donc, on est en train de mettre tout ça en place avant de revenir vers eux. Et sur les productions, la production, on a l'émission Café Cinéma qu'on avait proposée à la RTI. Donc, on est en train de préparer la saison 2. Et on a un projet de série où là, on est sur les dernières phases avant le tournage. Donc, normalement, vu comment tu parles, ça veut dire que ta série va cartonner, vu que tu as tous les codes pour que ça marche. Normalement. Donc, il y a la série de Nancy qui arrive. Nancy qui refuse vos films quand vous voulez faire passer au Majesté. Elle a dit c'est mal écrit, c'est mal filmé. Sa série sort, on l'attend au tournant. Mais quand tu prends un acteur, c'est que des acteurs ou tu prends aussi des scénaristes? Quand ils sont dans ton catalogue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est 10% comme la série? Bien sûr. OK, d'accord. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, il y a un film, tu vas les positionner sur des castings ou bien, quand on les contacte, c'est eux qui vont ramener vers toi. C'est toi qui vas lire le scénario, tu vas voir si c'est adapté à ton acteur. Ou bien, lorsque tu entends parler d'un truc, tu vas dire, en fait, j'ai quelqu'un qui... Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? OK. Normalement, un agent est censé accompagner son acteur son professionnel sur sa carrière. Donc, en termes d'orientation, moi, avant de rentrer quelqu'un dans mon pipe, j'ai un entretien. J'ai 2 entretiens même avec cette personne. Pour dire, bon, OK. Pardon, mais avant qu'il rentre, c'est toi qui vas vers lui, c'est lui qui vient vers toi. Comment se fait là? Il y en a pour certains où je suis partie vers eux. OK, d'accord. Et il y en a d'autres qu'on a emmenés vers moi. OK, d'accord. Donc, dans tous les cas, que j'aille vers toi ou que tu viennes vers moi, on va avoir ces entretiens. Et quand on a cet entretien, moi, je veux savoir l'état d'esprit. En fait, tu fais ce métier-là, pourquoi? Est-ce que tu t'imagines dans 5 ans, dans 10 ans, en faisant ce métier-là? Vers qui est ton idole, en fait? Ou ton rôle modèle? À qui est-ce que tu veux ressembler dans ce métier-là? Quel genre de carrière tu veux avoir? Donc, je vais poser un certain nombre de questions qui va me définir, en fait, qui j'ai en face de moi. Il y a des gens, ils rentrent dans un boulot, ils le font pour 3 ans. Il y en a qui veulent en faire vraiment une carrière ad vitam aeternam. Donc voilà. Une fois que j'ai déterminé, mais en fait, où la personne va, moi, je vais expliquer, en fait, comment moi, je fonctionne. Donc, je vais lui dire, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Voilà ce que je pense que tu devrais faire. Voilà ce que je pense que la tournure que ta carrière devrait prendre. On va avoir des discussions. Ensuite, on est dans un écosystème où les gens ne sont pas encore habitués à avoir un intermédiaire. Maintenant, il y en a de plus en plus en Côte d'Ivoire. On n'est pas encore habitué à avoir un intermédiaire. Donc, les productions préfèrent aller directement discuter avec l'acteur ou voilà. Et en fait, pourquoi ils ne sont pas habitués? Parce que normalement, c'est la production qui paye l'agent et pas l'acteur. Et donc, comme ils ne veulent pas se retrouver à avoir ces frais supplémentaires, donc ils préfèrent directement passer avec l'agent. Donc moi, ce que je dis à mes acteurs, en fait, quand ils viennent vers vous, ramenez-les vers moi. Si le projet t'intéresse, pour l'instant, faut faire les choses étape par étape. On va pas, il n'y a pas beaucoup de production, donc on va pas non plus trier. Mais à un certain niveau de ta carrière, il faut savoir qu'il y a des rôles que tu ne pourras plus faire. Il y a des productions dans lesquelles tu ne pourras plus tourner.
Voilà. Donc, on est bien d'accord avec les acteurs. Donc, une fois qu'ils nous mettent en relation, maintenant, moi, je discute avec les productions sur les conditions, sur le scénario, sur les conditions de la rémunération, la prise en charge même de l'acteur, sur ce qu'il doit faire, tout ça. Et quand ça se passe mal, c'est à moi que les producteurs... Même les acteurs. Ouais. Tout le monde m'appelle, en fait. Parce que j'ai entendu parler d'un cas que tu avais géré où on trouvait que tu avais eu de grosses exigences. Et par rapport à la réalité du tournage, que tu demandais énormément de choses que en tout cas la production trouvait démesurée. Et à la fin, semblerait-il que l'acteur a dit « Mais non, c'est pas moi, c'est mon agent. Hein. Moi, j'ai pas demandé ça. » Et la production s'est dit « Donc, est-ce que tu t'es retrouvé dans ce type de cas assez souvent ou bien c'est plus des histoires que les gens racontent Non, ça va pas être des histoires parce que cette anecdote, elle a bien existé. Alors, personnellement, franchement, moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour moi. Je défends les intérêts d'un acteur. Donc, quand je viens défendre les intérêts, c'est parce que j'ai discuté en amont avec mon acteur. Je vais pas venir faire du zèle. Quand il y a eu cette négociation, toutes les exigences de l'acteur ont bien sûr été... validées par l'acteur. Validées par l'acteur, mais validées aussi par mes interlocuteurs avec lesquels je parlais. Tout a été validé. La seule chose que je leur ai demandé, et comme je suis une professionnelle et que vraiment ma réputation, j'y tiens, je leur ai dit, c'est bien, tout ce qu'on s'est dit de vive voix, je vais le résumer par mail pour qu'on soit au même niveau d'information et vous devez juste accuser bonne réception. C'est ça qu'ils n'ont pas voulu faire. Mais est-ce que tu vois l'état d'esprit derrière? Ok, d'accord. Tu vois? Et ça, je trouve ça malhonnête, en fait. Ok. Et je sais qu'ils ont raconté plein de choses, mais comme Dieu ne dort, comme Dieu ne dort pas, la vérité après, parce que l'acteur m'a appelé pour dire oui, mais voilà, mais ils m'ont écarté du rôle et tout. Et non, moi c'était plus une actrice, mais oui, c'est une actrice. Je sais qui c'est. Okay, ouais, donc je sais qui c'est. Et je te dis, cette même actrice m'a appelé il y a pas longtemps et me dire ouais bon, Dieu merci, j'ai pas fait ce film-là parce que il y a pas le succès. Oui, il est surtout dans des avions et il a passé dans quelques festivals en Europe et ouais. Ok. Bon. Tu vois, mais en fait, je ne vais pas, je ne donne pas des exigences. C'est ce qui est normal. Je comprends pas pourquoi on doit se justifier de ce qui est normal. Tu vois, c'est ça que je trouve dommage dans les productions. Et même quand j'ai fini ces discussions, j'ai trouvé ça méchant. Tu vois, de la part de la production, juste par rapport de sous-payer des gens ou de ne pas donner... Et surtout que ce qu'on demandait, c'était même pas la mer à boire, c'est tout juste ce qui est normal. Ok. Juste ce qui est normal. Et qu'on dise que oui, on a trop d'exigences, non, quoi. Parce que vous voulez dire des choses de la bouche, mais vous ne voulez pas qu'il y ait de traces pour pouvoir vous dédouaner derrière. Et c'est malhonnête. Et parlant d'exigence, j'ai appris, par exemple, tu vas me dire si c'est normal qu'un acteur demande autant de choses, qu'il y a un acteur sur une production où il devait être conduit qui a demandé à ce qu'on paye son billet, ce qui est normal, celui de sa mère, de son frère. Il veut dormir dans un hôtel différent, alors que la première fois, ils étaient ils avaient loué une villa où tout le monde, mais cette fois-ci, ils voulaient être dans un hôtel 5 étoiles. Et la production me disait, mais en fait, ça allait nous coûter 14 millions. Donc, on aurait même préféré qu'ils nous disent, mettez ça sur mon cachet. Est-ce que ce genre d'exigence, tu trouves ça normal? Ou Bien sûr que non. Ok, d'accord. Bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui devrait être le minimum qu'une production, en tout cas toi en tant qu'agent, tu aimerais qu'une production, tu trouves juste qu'une production propose à tes acteurs? Pour toi, le minimum, alors d'accord, on va partir sur l'acteur d'Isabelle, il ne vit pas ici, il vit en Europe. Il doit son billet d'avion. Son billet d'avion. Pris en charge. Son billet d'avion. Peu importe la classe? Non, bon, après, tu as quand même quelqu'un qui a un certain niveau. Ok. Dans tes acteurs ou même dans tes scénaristes ou dans tes réalisateurs, tu vas avoir des gens qui ne vont pas être logés à la même enseigne. Ok, d'accord. Tu ne vas pas prendre un débutant, tu ne vas pas le mettre dans le même panier que quelqu'un qui a quand même à son actif plusieurs productions, qui a quand même une certaine notoriété et tout. Tu ne vas pas le mettre en écho. Bien sûr. Si la business n'est pas possible, il y a le milieu, la premium. La premium. Tu vois ce que je veux dire? Qui pourrait convenir. D'accord, donc tu payes un billet d'avion. On parle de qui, là? On parle d'un de tes acteurs qui vit à l'extérieur. À l'extérieur. Donc, tu payes son billet d'avion. Ok.
La classe, vraiment, ça va dépendre de son niveau. On discute, voilà. Et puis on discute avec la production. Le minimum, c'est premium. Le minimum, c'est premium quand même. Ensuite, son cachet. Il y a des productions... Son cachet, toi, tu le négocies comment? Est-ce que c'est à la semaine? Est-ce que c'est au jour de tournage? Est-ce que c'est mensuel? Au jour de tournage. Au jour de tournage, Jour de tournage. Après, encore une fois, nous, on a une base au jour de tournage sur laquelle on va discuter avec la production. Ils vont dire leur capacité. On est dans la négociation. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Pour une série, par exemple, il n'y a pas de minimum. C'est en fonction de l'acteur, c'est en fonction de la production, de la capacité. Voilà. C'est les choses qui sont discutées en amont. Tu vois. Il n'y a pas de barème. S'il y avait un barème et que ouais. Mais on ne l'a pas encore. Voilà. Donc, vraiment, tout se négocie. Faut qu'il soit logé correctement. Donc, on n'a pas d'exigence de 5 étoiles, de trucs, mais il faut qu'il soit logé correctement. Faut qu'il ait un moyen de déplacement quand il vient pour les jours de tournage, pour être autonome quand même. Et quand même, vous déplacez quelqu'un de chez lui, c'est le minimum. Et ensuite, prise en charge santé, si jamais il lui arrive quelque chose sur le tournage, ou même pendant qu'il est... Parce qu'à partir du moment où il prend l'avion, il est à l'aéroport, il prend l'avion, il est sous la responsabilité en fait de la production. Tout ce qu'il va faire, il faut qu'il soit pris en charge. Donc, niveau de santé et tout. Quoi d'autre? Il faut qu'il mange. Oui, il va manger sur les tournages, mais le jour où il mange pas sur les tournages, il tourne pas, faut qu'il mange. Parce qu'il est venu pour un boulot. Tu vois? Ok, d'accord. Donc, pour toi, c'est le basique, le minimum. En fait. On n'est même pas encore arrivé avec des stars. Bien sûr. Tu vois, les Nigériens, on est sur autre chose. Bien sûr, c'est des caprices. Après, moi, ce que je dis, quand un de mes acteurs fait un caprice, je lui dis, là, tu fais un caprice. Tu exagères. Tu fais un caprice. J'ai cette discussion-là. Avec du citron. Ouais, voilà. Là, tu me fais un caprice, là. Tu m'arrêtes ça. Et ça, mes acteurs, tu pourras leur demander, je n'ai pas de problème. On discute. À te dire, mais en fait, tu vas pas monter sur ma tête. Là, ce que tu entends de faire, c'est un caprice. Et tu ne fais pas de caprice. On n'est pas encore à ce stade-là. Quand on va arriver sur des productions, on te paye 100 millions si tu veux faire des caprices. Mais pour l'instant, on travaille. Et pour moi, c'est hyper important que autant ma réputation, j'y tiens, et autant la réputation de mes acteurs aussi est hyper importante. Quand tu arrives sur un tournage et qu'on te dit « Oh, mais cet acteur-là, oh là là, chiant, il va encore nous faire sa diva. » Non, moi, c'est pas ce que je veux qu'on retienne de mes acteurs. Donc, je leur parle avant la production. Tu vas pas faire ta diva là-bas, tu vas faire ton taf. On n'a qu'à te reconnaître pour faire ton taf. Comme ça, le jour où tu fais ta diva, on sait que on peut le lui accorder. Tu vois ce que je veux dire? Et si de tes deux, je me rends compte que les deux métiers que tu fais doivent être épuisants. Si dans un monde parallèle, on te demandait de choisir entre du coup l'exploitation que tu fais, marketing et slash, et agent d'acteur slash production dans laquelle tu vas te lancer, tu devais choisir, ça serait... Je ne choisirais pas. Non, tu devras. C'est ça qui fait moi, en fait. Ouais. Je m'ennuie vite. Okay. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très, très vite. Et du coup, j'ai besoin de toujours quelque chose qui va me stimuler. Donc, quand je suis en exploitante, ce que je fais de 7h à 20h tous les jours de la semaine, c'est une partie de moi. Et quand je suis agent, où je vais avoir des moments comme ça dans ma journée où je vais vraiment être dédié à ça, ça vient aussi compléter quelque chose. Je fais beaucoup d'autres choses, hein. Mais je ne saurais pas choisir, je ne peux pas. En tant qu'exploitant, ça serait quoi, toi, par exemple, le goal en termes d'entrée pour un film africain? 100 000 entrées, là, maintenant. Oui. On peut... 100 000 entrées, oui. Pour l'instant, le max d'entrée, c'est combien? Dans ma salle, on est à 34 000 entrées. C'était Marabout Chéri. OK. Donc, 34 000 entrées. Est-ce qu'il y a déjà un film, même américain, qui a fait 100 000? Non. On n'a pas encore atteint 100 000. Mais c'est parce qu'on n'avait pas... En ce temps, il y avait quoi? 3 salles. Maintenant, il y avait 3 salles. Maintenant, il y en a... Oui, il y en a 13. Il y en a 13. Mais moi, je parle pour ma pomme. Hein. Oui, Majestic, l'idée, ça serait de faire 100 000 entrées avec un film africain. Et ce film africain, ça pourrait être quel type? Et si on le dessinait, là? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a l'argent qui nous regarde. Ça serait quoi? Une comédie avec un casting panaf? Ouais, ça peut être bien. Okay. Je pense que ça peut ressembler à ça, effectivement. Ok, casting panaf, film d'amour? Non. Juste un truc drôle? Drôle, mais en même temps, qui est un peu de suspense aussi dedans. Pas vraiment une comédie de bout en bout, mais tu vois, un espèce de melting pot qui... un peu de comédie, un peu d'action, un peu de... Voilà.
Et pour ce 100 000 entrées, c'est combien la période de programmation pour pouvoir faire 100 000 entrées? Idéal. Non, ça ferait combien? Parce que généralement, les films, c'est 1 mois, sauf quand ça marche et que vous prolongez. Oui, mais généralement, je pense que sur 2 mois, On peut faire 100 000. on peut faire 100 000. OK. On peut faire 100 000, bah, d'autant plus que nous, enfin, bon, d'ici à ce que ce film-là existe, on aura agrandi le parc de salles Majestic, parce qu'on travaille sur des projets. Donc oui, en fait, c'est avec de plus grandes salles qu'on va atteindre ces chiffres-là. OK, donc 100 000. Mais normalement, avec les 7 écrans qu'on a aujourd'hui, on devrait pouvoir faire 100 000. si on a un très, très, très bon film. Avant qu'on finisse, je veux qu'on parle de la rémunération de l'exploitant. Alors, sur un ticket de cinéma, moi, je sais, mais je ne suis pas sûre que tout le monde sache. Sur un ticket de cinéma, c'est quoi la rémunération de l'exploitant? En fait, quand quelqu'un achète son ticket, 50% repart au distributeur qui le ramène au studio. Et puis 50%, c'est pour l'exploitant. Donc, sur un ticket de 2 000 francs pour l'exploitant et 1 000 francs pour la production. C'est ça. C'est pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup? Ah, c'est pas beaucoup du tout. Non, parce que le ticket, il est à 1 000 francs. Oui, mais même si tu es à 5 000, par exemple, dans notre salle de l'Ivoire, la seule salle où on est à 5 000, tu es à 2 500 pour nous, 2 500 pour le distributeur. Bon, ensuite, tu as 2 500. Tu as quand même une salle qui est à l'Ivoire. Tu as de l'entretien. Tu as des salaires. Tu as la clim. Tu as qui te coupe souvent, d'ailleurs. Mais on n'est pas propriétaire, nous. OK. Les murs ne nous appartiennent pas, c'est les climatisations centrales. Bon, je trouve un peu souvent rapide, en fait, les conclusions. Des problèmes de climatisation au Majestic, si je veux. C'est pas vous qui gérez, c'est ça? OK. Je trouve un peu rapide quand même que les gens fassent des conclusions like that. Quand tu arrives, à l'Ivoire, est-ce que tu vois une armoire quelque part? Si c'était une armoire, on pourrait dire c'est nous parce qu'on a branché l'armoire. Mais c'est de la clim centrale. Okay. C'est appartient au Sofitel. C'est le Sofitel qui est en rénovation et qui a des problèmes. D'ailleurs, on va avoir une coupure bientôt encore. Mais qu'est-ce que tu veux que nous on fasse en tant que locataire de l'espace? On n'est pas propriétaire de... Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas la faute de Nancy s'il n'y a pas de climatisation. Bah non. J'ai eu même une fois un espèce d'influenceur, je ne sais plus, qui me connaît très bien, qui était à mon bureau la veille, qui est parti voir un film et qui a sorti un commentaire comme ça, mais hyper péjoratif. Mais je l'ai appelé, pas pour qu'il change son commentaire, mais en fait, c'est méchant. Parce que, en fait, c'est ça le problème de l'Ivoirien. C'est de la critique gratuite pour rien. Vous ne savez pas, tu as la possibilité d'avoir l'information, tu ne viens pas à l'information, et puis tu racontes des bêtises, en fait. Parce que, bon, tu es parti raconter là-bas que, je sais pas quoi, mais en fait, moi, de ma bonne éducation, et parce que je trouve que il y a des choses dans lesquelles il faut pas rentrer. J'aurais pu crier pendant tout ce temps sur tous les toits que, en fait, c'est le Sofitel Bien sûr. Mais on n'a rien dit. On n'a jamais fait une communication pour dire c'est le Sofitel, c'est pas de notre faute. Mais on prend les coups, tu vois. Mais toi, tu es influenceur, tu travailles avec nous, et puis tu fais ça. Je trouve ça dommage, en fait. Et je trouve ça petit, tu vois. Mais bon, écoute, tu veux. Il y a l'Ivoirien qui est comme ça, hein, pas de problème. On gère. Bah écoute, donc au moins je pense que c'est bien qu'il y ait cet éclaircissement parce que j'avoue moi aussi j'avais vu plein de publications dans ce sens, ça qu'il y a des problèmes, on diminue pas les coûts, tout et tout. Et moi je voulais revenir sur les coûts des films africains. Est-ce qu'à un moment, maintenant je pense que c'est rentré dans les mœurs des gens d'aller voir des films africains ou pas encore? Est-ce qu'à un moment les films africains seront des films tout court? Donc, avec des tickets de 5 000, comme tous les films, ou bien... Bien sûr. Non, ça va rester 2 000, 3 000. Alors, la politique de 2 000, 3 000, c'est vraiment notre politique. Oui. Parce que pour emmener les gens à venir. Après, si quelqu'un vient avec son film et dit « Moi, je veux le sortir à 5 000 », nous, on va te dire « Faut que le gars d'Adjamé qui a 5 000 pour envoyer sa petite go au cinéma, il puisse se dire « Ah, je m'en vais au cinéma, ma go, on s'en va voir un film africain. » Eh, c'est 5 000, il rentre dedans. C'est ça. Maintenant, si toi, tu veux que ce soit 5 000, non, il n'y a pas de problème. Mais tu te tires une balle dans le pied. Parce que le cinéma africain n'est pas encore aussi populaire. Nous, par exemple, depuis le début de l'année, on a sorti énormément de films africains. Si tu mets à 5 000, bon, déjà, on rack pour avoir du public. Si tu le mets à 5 000, mais en fait... On trouve que c'est pas le moment, en fait. Moment, tu penses que ça sera quand? Bah, le moment viendra quand... Dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou on ne sait pas encore dire? On ne sait pas encore dire, parce que c'est pas... Nous, on n'est qu'une partie
on a la partie visible, si tu veux, de l'iceberg, mais il y a tout un travail derrière. Quand le marketing va suivre, quand la communication autour des films va suivre, quand on va pouvoir avoir énormément de salles sur toute l'étendue du territoire et qu'on communique et qu'on dit allez voir ce film-là en salle, voilà, et que les gens vont venir et qu'il y aura 100 000 entrées. Oui, si tu veux, tu fais ton truc à 5 000. Pour l'instant, non, je trouve pas ça pertinent. Maintenant, il y en a qui ne nous écoutent pas et qui disent que non, moi, je veux sortir mon film à 5 000. Et on voit les entrées qu'ils font. Et après, mais j'aurais dû vous écouter. Non, en fait. Tu fais ce que tu veux, c'est ton film. Tu vois? Nous, on n'a pas vocation. C'est vraiment ce prix-là, c'est le tarif conseillé. Mais ce n'est pas le tarif obligatoire. Par exemple, jusqu'au bout, Fabrice Awenion, quand il est venu nous voir, il nous a dit non, lui, son film, c'est 5 000. Et on l'a passé à 5 000. Ouais. C'est vraiment... Nous, on le conseille, mais c'est chacun qui décide de son tarif. Tu vois. Et aussi, dans la stratégie du Majestic, je me suis rendu compte que la première semaine dont on parle, les films africains ne sont pas programmés à l'Ivoire. Si. Ah, maintenant, oui? Non, les jeudis? jeudis? Ok, d'accord. Ça a toujours été. Sauf que... semaine? Oui, sauf que le jeudi, c'est aussi nos jours de spectacle et d'événements. Oui, mais le vendredi, samedi et dimanche, il est programmé dans les autres salles, mais pas à l'Ivoire. C'est juste le jeudi en mode événement. Non. Ok, d'accord. C'est que la première semaine, on a des séances... À l'époque, quand on avait 3 salles, on avait des séances à Sokosé, on avait des séances à l'Ivoire et on avait à Prima. Une ou 2 séances à Prima et une séance à l'Ivoire qui était le jeudi. Sauf que les jeudis sont aussi nos jours de spectacle et d'événements. Donc, généralement, quand il y a des événements, ça va être le jeudi. Donc, c'est pour ça qu'on ne voyait pas, il n'y avait pas la programmation la première semaine à l'Ivoire et que ça revenait après. Par contre, mais aujourd'hui, on a changé ça de telle sorte à ce que les films africains puissent être vus partout en même temps. En même temps. Ok. Donc maintenant, et on n'est pas, on fait aussi des locations, tu vois. On fait aussi des locations, donc souvent la programmation va pas être linéaire en fait. Elle va changer en fonction de tout ce qu'on a autour. Et du coup, avec tout ce que tu fais, donc directrice Majestic, directrice iconique, directrice maman, directrice ceci. Est-ce que tu trouves du temps pour toi? Est-ce que tu trouves du temps pour toi? Et quand tu trouves ce temps-là, tu fais quoi? Ne me dis pas que tu vas voir des films encore. Ah, pas du tout. Par contre, je ne peux pas manger sans regarder un film. Je ne peux pas dormir sans regarder un film. Mais est-ce que tu arrives à regarder aujourd'hui un film comme Monsieur Tout-le-monde? Non. Moi, par exemple, j'y arrive plus. Est-ce que toi, tu arrives à regarder un film en disant « Ah oui, j'ai kiffé » ou bien tu vois les détails techniques, les sons. Ouais, non. On regarde les films différemment. Ok, d'accord. C'est sûr. Tu peux plus... Non. Mais je sais aussi je sais aussi mettre mon cerveau en off et puis juste kiffer un film parce qu'il faut le kiffer, c'est tout. Donc, tu arrives quand même à trouver du temps pour toi et du coup, tes enfants et tout, et tu arrives dans tout ce... Ouais. J'ai de la chance. Ton secret, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont passés, tu es la seule qui dit oui, j'arrive. Comment tu fais? Donne ton secret et puis... Écoute, j'ai de la chance d'avoir une maman qui prend le relais. Donc pour mon fils, en fait, je peux travailler 24 heures sur 24. Je sais que il est en sécurité, tout est géré, tout ça. Et puis, on se parle. Donc je l'appelle. Souvent, quand je ne peux pas le voir le soir parce que je rentre tard et qu'il dort, le matin, je prends quand même du temps pour passer du temps avec lui avant qu'il aille à l'école ou tout ça. On a des activités ensemble. Je voyage au moins une fois dans l'année avec mon fils, histoire d'avoir vraiment un moment où on se retrouve en amoureux tous les deux. Après, pour ma vie de tous les jours, moi, franchement, excuse-moi, le travail, c'est pas tout dans la vie. Il faut vivre. D'accord. Je vais prendre le conseil de ne pas tomber dans l'oreille d'une sourde. J'ai choisi mes jours. Avant, c'était le mardi, c'était mon jour de chill. Maintenant, c'est passé au jeudi. Là, je suis passé au vendredi. Là, je suis en train de revenir au lundi. Bref. Vous faites long week-end, quoi. Non, quand je dis mon jour de chill, c'est-à-dire après le boulot où je vais prendre un verre. After work, je suis une go d'after work. Ok. Donc ça, je crois que c'est presque la dernière question. C'est quoi le next step déjà pour Nancy, Aka? Et c'est quoi le next step pour le Majestic? Là, maintenant que tu es là depuis quoi, quelques mois maintenant? Ouais, ça fait 6 mois maintenant. C'est vite, ça passe vite. Hein. Donc, c'est quoi le next step du coup pour le Majestic? Est-ce que c'est plus de films africains? Est-ce que c'est plus d'événements autour des films? Est-ce que c'est plus de location de la salle? Et puis maintenant, le next step aussi pour toi? Alors, le next step pour Majestic, et ça, on a une stratégie qu'on a développée, qu'on a mis en place, qu'on est en train de déployer.
L'année prochaine, ça va faire 10 ans. C'est le moment d'upgrade un peu le niveau des salles existantes. Et sur toutes les nouvelles acquisitions, d'avoir quand même un certain niveau technologique. Donc, on travaille à ça. Donc, le next step, ça va être d'envahir, on va dire, la Côte d'Ivoire. OK. D'autres salles en plus de Yamoussoukro? Ouais. Ouvrir d'autres salles sur lesquelles on est en train de travailler. On sait déjà les villes? Oui, on sait déjà. Je pense que ça doit être les grandes villes. On a des projets qui sont... Je ne veux pas dire, on suppose qu'il y a Bouaké, Komogo, on connaît maintenant. Je ne veux pas dire, mais dans les 2 prochaines années, en tout cas, on aura beaucoup d'ouvertures. D'autres salles? OK. Autant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. OK. Donc voilà le réseau. À l'extérieur, en dehors de la Côte d'Ivoire? En dehors de la Côte d'Ivoire. Donc le réseau de salles de Majestic va vraiment s'agrandir dans les 2-3 prochaines années. Et puis, pour moi, les next steps... Un autre diplôme à HEC ou bien ça faisait assez USA, quelque chose. Je me repose, oui, mais dans 2 ans, oui, faire un autre diplôme. Et oui, je vise une autre école américaine. OK. Je lis de Cristal. Et du coup, ta série qui va sortir. La série qui va sortir. Tes acteurs qui vont tourner à l'international, vu que tu as un partenariat. Parce que j'ai un partenariat maintenant. Et ça, j'ai hâte. Ça va être le prochain. C'est le prochain truc qui m'excite un peu. C'est... Nous qui te suivons sur LinkedIn, a vraiment le cher réseau, on a hâte. D'accord. Oui. OK. Le lancement de cette nouvelle boîte qui va gérer... Tu vas toujours avoir le même nom, Iconique, ou tu vas changer de nom? Pas loin. OK, d'accord. Okay. Ça sera pas loin. On va garder toujours la même racine. Et non, pour moi, vraiment, on est dans un monde majestueux, iconique. Donc, il n'y a pas mieux en termes de qualificatifs pour des gens qui travaillent dans cette industrie-là. Ce sont des personnes iconiques, quoi. Donc, on va rester toujours dans ça. Et oui, c'est le prochain projet qui me tient à cœur. Ouais. Bon, ça, c'est la question que je pose à tout le monde, genre, de regarder la caméra. Il y a un jeune homme qui veut bosser dans le cinéma, dans l'exploitation, comme agent d'acteur, bref, qui veut faire ce que tu fais et qui vient te voir. Tu lui donnerais quoi comme conseil? Alors, le conseil pour toi, jeune homme? Jeune fille? Ou jeune fille? Bah oui. Genre, mais il faut qu'il y ait plus de filles, d'ailleurs, dans ce milieu. Mais en fait, ça va être... Il faut vraiment aimer l'humain. Parce que je pense que si tu n'aimes pas l'humain, mais tu vas péter un câble, en fait. Parce que les gens sont trop difficiles. Les gens mettent les organes tout le temps. Les gens ne savent pas faire la différence entre le professionnel et le personnel. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment aimer l'humain. Il faut aimer ce que tu fais. Parce que si tu aimes l'humain et si tu aimes ce que tu fais, tu auras la patience nécessaire et tu auras l'envie nécessaire pour aller jusqu'au bout de tes rêves. Donc, il faut aimer l'homme. Moi, je sais pas, je vais dire quoi après ça. Pas faut aimer l'homme et puis suivre Nancy. Moi, j'attends surtout sa série parce qu'elle a refusé. Non. Donc, on attend la série, on attend quand est-ce que ça va sortir. Et puis, je pense qu'elle a donné les bons codes en fait pour savoir quel film pourrait marcher dans les salles Majestic. Et franchement, pour avoir déjà travaillé avec elle, elle est assez ouverte. Elle regarde les films, elle fait des critiques constructives. Même si elle décide de ne pas prendre le film, elle fait quand même des critiques qui font avancer le projet des gens. Donc, n'hésitez pas à envoyer les films à Majestic pour qu'on aille voir Monsieur Pop, parce qu'on l'adore tous. Et puis, franchement, j'ai été super contente de te recevoir. Et puis, on va te suivre partout et suivre chacun des projets. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau métier. Bye.